We will now proceed to Ms. Lonnie. She's here personally. So, Ms. Lonnie, you will have 5 minutes for your opening remarks. You can please begin. À l'ensemble des membres du comité de me donner l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui, particulièrement en personne, c'est vraiment un plaisir. Donc je suis là en tant que présidente de l'organisation Le Québec, c'est nous aussi. On est un organisme à but non lucratif qui œuvre pour la défense des droits et des conditions de vie des personnes immigrantes au Québec. On le fait en portant de manière non partisane les voix de nos communautés et en valorisant la place de l'immigration dans la société québécoise. Aujourd'hui, on va parler de l'inventaire et des délais de traitement. Pour commencer, je voulais vous adresser un petit peu nos idées sur les causes de ces délais de traitement et de l'inventaire. C'est certain que la COVID a eu un impact majeur sur le fonctionnement d'IRCC. Toutefois, d'après nous, le problème est beaucoup plus vaste et plus profond dans la gestion du ministère. Donc, on a vu avec les crises à la fois de l'Afghanistan, dont on a parlé juste avant, et de l'Ukraine, que IRCC est devenu un ministère de gestion de crise où les ressources sont systématiquement bougées d'un système à un autre afin de gérer des crises, au détriment du traitement normal des dossiers de résidence permanente, de permis de travail, de permis d'études, du fonctionnement normal d'IRCC en fait. Pour nous, on salue bien sûr la volonté du gouvernement du Canada d'accueillir ce grand nombre de réfugiés dans des situations d'urgence humanitaire. Toutefois, ça ne devrait pas se faire au détriment du fonctionnement normal d'IRCC. Pour nous, le fait que ces urgences soient comme du sable dans la machine d'IRCC, c'est un signal fort qu'il y a un besoin de changement dans la gestion du ministère parce que ces délais de traitement-là, ils ont des impacts énormes sur plus de 2 millions de personnes qui sont actuellement dans l'inventaire. Je vais passer en revue juste quelques exemples d'impact. Au niveau des permis d'études, on a des milliers d'étudiants qui ont dû retarder leur rentrée d'un semestre, voire même d'un an pour certains programmes. On a des milliers de personnes qui sont actuellement au Canada et qui ne peuvent pas travailler malgré le contexte de pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît tous, parce qu'ils attendent toujours leur permis de travail. De l'autre côté de la médaille, c'est des employeurs qui sont obligés de fermer temporairement ou de refuser des contrats parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des travailleurs. Du côté des demandes d'asile, on a entendu sur le terrain que ça prenait beaucoup de temps pour avoir des papiers, le papier brun, qui permet de faire des demandes de permis de travail, d'avoir accès à l'assurance maladie, même de trouver des logements. Donc toutes ces personnes-là attendent des mois en ce moment pour avoir le papier brun, ce qui les empêche de commencer n'importe quelle partie de leur vie au Canada, en fait. Pour la réunification familiale, on connaît tous un petit peu la situation des familles qui sont séparées, des femmes qui donnent naissance sans leur mari à leur côté, c'est déchirant. Puis au niveau de la résidence permanente, c'est vraiment un problème qui aggrave le reste de la machine, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui, en attendant leur résidence permanente, se retrouvent à faire des demandes de permis de travail, donc ajoutent des demandes supplémentaires au système parce qu'elles attendent leur résidence permanente. Enfin, juste un impact un peu plus large sur la réputation du Canada à l'étranger. On a vu quelques conférences et événements internationaux ces derniers mois donner une image du Canada, je pense, qui n'est pas celle qu'on veut refléter à l'étranger, puisque des participants, des panélistes sur ces événements n'étaient pas capables de se rendre à l'événement faute de visa. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est plus large à ce niveau-là. Je vais finir avec nos recommandations. Je vous invite à lire le mémoire qu'on va soumettre dans les prochains jours pour la liste complète, mais je vais vraiment me focaliser sur quelques points. Pour nous, c'est important que le gouvernement du Canada et particulièrement IRCC investissent dans un programme de préparation aux urgences humanitaires pour que des ressources soient allouées de façon systématique à ces urgences-là et qu'on n'ait pas besoin de déplacer des ressources qui sont essentielles au fonctionnement normal d'IRCC afin d'adresser ces crises. Puis de façon générale, plusieurs idées pour plus de transparence et d'imputabilité à IRCC, parce que je pense que c'est quelque chose qui ressort beaucoup des témoignages, c'est l'opacité. On a besoin d'un poste d'ombuds à l'immigration pour s'assurer que IRCC remplit ses objectifs et le fait de façon juste et équitable. Et un cadre réglementaire, là, puisqu'on parle des délais spécifiquement, pour déterminer quelles sont les responsabilités du Canada une fois que les standards de traitement sont dépassés. On a plein d'autres idées, puis j'ai hâte qu'on en parle avec tous les membres du comité, mais en attendant, je vous remercie pour cette opportunité.